parlons encore de cette actualité qui met en évidence le retrait du Mali, du Burkina Faso, mais également du Niger, de la CEDEAO. Et cette fois-ci, c'est la Commission de l'Union africaine qui s'est donc exprimée en rappelant que l'unité de la CEDEAO était irremplaçable et qu'il fallait la préserver. Que veulent dire ces propos de Moussa Faki Mahamat? Eh bien, on en parlera dans le cadre de cette émission. Faut-il faire l'autopsie de l'unité africaine au sein de la CEDEAO? Également, sur ce plateau, on en parlera avec notre invité qui n'est nul autre que André-Christelle Fanga. Il est directeur de publication, mais également analyste. Merci d'être avec nous dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Bonsoir. Bonsoir Madame Bégoudé. Bégoudé. Oui. Merci de m'avoir encore invité ce soir pour discuter des questions importantes de notre Afrique. Merci pour le sujet que vous avez bien mis à l'ordre du jour pour que nous puissions en discuter avec les millions de téléspectateurs, de radio-auditeurs, n'est-ce pas, et Facebookers et tout le reste sur toutes les plateformes de For You Africa. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Nous en parlons justement de cette actualité, de cette thématique, juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos plateformes For You Media Africa, sur Facebook et YouTube. Merci également de nous regarder à travers vos petits écrans, de nous recevoir à travers votre radio, la 96.3 FM, la radio panafricaine, puisque vous êtes certainement nombreux au Cameroun, à Douala et ses environs, mais également à travers l'application For You Media Africa téléchargeable sur Play Store et l'App Store. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Regard panafricain. André-Christelle Fanga, les 3 pays qui ont signé ensemble la charte du Liptako Gourma ont décidé, on en parlait déjà il y a quelques jours, de se séparer ou alors de se détacher de la CEDEAO. Mais on rappelait que il resterait à l'intérieur de l'UEMOA. En tout cas, c'est le cas pour le Burkina Faso, qui l'a dit de manière claire. La Commission de l'Union africaine s'est exprimée à travers la voix de son président. Il s'agit de Moussa Faki Mahamat. Celui-ci a déclaré que, eh bien, l'unité au sein de la CEDEAO était irremplaçable et qu'il fallait l'entretenir. C'est à la suite de cette décision annoncée par les 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et bien sûr le Niger. Comment interpréter ces propos de Moussa Faki Mahamat lorsqu'il parle d'une unité irremplaçable et à préserver, en parlant évidemment de la CEDEAO, sachant tout ce qui a pu se passer entre ces différents pays et cette organisation de la sous-région? Merci Madame pour la question qui est très importante. Alors, je pense que le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, M. Faki Mahamat, vous savez ce que je pense de lui d'abord en tant que personne, qui est un étranger à l'Afrique, qui n'est pas un Africain. Parce que s'il était un Africain, il n'aurait pas pris certaines postures, il n'aurait pas pris certaines décisions, il n'aurait pas fait certains commentaires. Alors, s'il faut parler de l'unité, est-ce que la CEDEAO est unie? Non. Parce que s'il y avait unité, 3 États n'allaient pas décider de partir. Si 3 États décident de partir, c'est parce qu'il y a une désunion. C'est parce qu'il y a une divergence de vue. Il y a une divergence de compréhension. Il y a une divergence de vision. Et je pense qu'aujourd'hui, quand il y a cette divergence-là, ce n'est que normal que vous ne puissiez plus marcher ensemble. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Donc, s'il faut parler maintenant de irremplaçable, n'est-ce pas? Irremplaçable, je pense que toute organisation commence toujours par des petits pas. Même la CEDEAO aujourd'hui, qui est une organisation, n'est-ce pas, communautaire, qui regroupe, je crois, 15 États, 15 ou 16 États aujourd'hui, qui regroupaient, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que 3 États sont déjà
4 États, même déjà parce que la Mauritanie a quitté la CEDEAO depuis longtemps, donc il y a de cela plus de beaucoup d'années. Donc, vous voyez qu'avec 3 États qui quittent encore la CEDEAO, ça en fait 4. Donc, vous comprenez que c'est une organisation qui s'est fondée aussi avec des pères fondateurs, ils étaient aussi 3 ou 4, qui ont décidé de faire de cette organisation-là la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si les pères fondateurs de la CEDEAO étaient au nombre de 4. Aujourd'hui, nous pouvons constater simplement que il n'y a pas de... il n'est pas irremplaçable, cette communauté, cette CEDEAO-là. Ça veut dire qu'il peut forcément avoir d'autres solutions, il peut forcément avoir d'autres alternatives. Donc, l'unité et l'irremplaçabilité n'a pas de valeur avec cette situation dont nous parlons actuellement. Donc, véritablement, il faut véritablement que les gens soient un peu cohérents envers eux-mêmes. Parce que s'ils ne sont pas cohérents, l'incohérence se voit au travers de leurs propos et au vu de la situation qui se présente actuellement dans la CEDEAO. Les États sont partis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. L'irremplaçabilité de la CEDEAO, c'est un gros leurre, c'est un gros mensonge parce qu'en réalité, c'est une communauté qui s'est constituée avec 4 leaders, 3 leaders en plus, 3 leaders au trop 4, n'est-ce pas, qui ont décidé de constituer cet État-là et les autres s'y sont ajoutés après que l'organisation, même chose comme l'Union africaine, comment elle s'est organisée. Vous savez qu'il y avait ceux qui étaient contre l'Union africaine comme elle est aujourd'hui sur sa forme actuelle et ceux qui pensaient à les États-Unis d'Afrique. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on a une simple organisation, n'est-ce pas, qui organise que des colloques, des réunions pour boire un peu de thé et de manger les biscuits sans grand impact. Alors qu'il y avait le bloc, par exemple, le bloc de Morovia et le bloc de Casablanca qui se discutaient la naissance, n'est-ce pas, d'une vraie union africaine. Mais on s'est rendu compte que le bloc qui n'avait pas assez d'ambition pour faire de l'Afrique un véritable continent uni a gagné et on est revenu à cette commission-là aujourd'hui avec cette union-là qui ne fait que des discours, des beaux discours et qui ne produit pas de grandes choses. Ce n'est que normal que Faki Mahamat soit dans la continuité du discours qui ne produit pas, qui n'est pas vrai, qui ne produit pas les effets escomptés. Alors, il y a de cela 49 ans, voilà, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kountébé, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso, du Mali et du Niger, avaient créé cette communauté, justement, des 12 États, même s'ils ne sont plus 12 aujourd'hui, c'était en 1975. Le but réel était de consolider les rapports entre les États de cette sous-région, mais également de faciliter l'intégration sous-régionale et puis le partage et les échanges commerciaux, évidemment, entre ces différents pays. 49 ans plus tard, les pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont estimé et décrié que la CEDEAO n'avait pas réussi à remplir ses dernières missions. Alors aujourd'hui, si Moussa Faki Mahamat parle d'une unité, est-ce qu'il s'agit juste d'exister au sein d'une communauté ou alors il visualise peut-être le fait d'être des pays d'une même sous-région comme une unité à part entière? Alors, Madame Begoudé, je vous ai toujours expliqué ici qu'il y a la différence entre la CEDEAO des peuples et la CEDEAO institutionnelle. Oui, c'est vrai. Monsieur Faki Mahamat parle de la CEDEAO institutionnelle. Et c'est cette CEDEAO institutionnelle inféodée par l'Occident, inféodée par la France, n'est-ce pas, qui reste unie. Parce que si des gens peuvent s'engager, par exemple, dans leur unité, n'est-ce pas, d'aller bombarder un pays, vous voyez qu'ils sont unis. Mais maintenant, la différence, c'est que la CEDEAO des peuples aujourd'hui n'est plus en accord, n'est plus en odeur de sainteté avec la CEDEAO institutionnelle. Donc, on ne peut plus parler de l'unité parce que l'élément fondateur, et vous l'avez rappelé dans vos propos que vous venez de prendre par rapport à ceux qui ont bâti, n'est-ce pas, qui ont pensé à cette CEDEAO, n'est-ce pas, les idées, c'était les idées d'intégration, les idées d'échange, les idées de développement communautaire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça.
Ce n'est plus ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et je vous ai rappelé dans mes premiers propos que vous voyez qu'il y a eu une poignée de personnes qui ont pensé à créer la CEDEAO. Donc, prendre à la légère la prise de décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter, n'est-ce pas, la CEDEAO et dire que la CEDEAO est irremplaçable, n'est-ce pas, c'est vraiment penser, et je pense que dans le développement, je vais davantage vous étayer par rapport à pourquoi M. Moussa Faki Mahamat dit qu'elle est irremplaçable. Parce qu'il sait déjà qu'il y a un engagement, il y a un programme qui est déjà engagé par rapport à l'abandon de la CEDEAO. Donc, vous comprenez que les idées fondateurs maintenant de la CEDEAO originelle, n'est-ce pas, n'ont pas continué avec la CEDEAO actuelle qui est devenue plus politisée, plus inférieure, qui est devenue une succursale de la France, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Comme en fait l'Union africaine elle-même, elle est une succursale de l'Union européenne. C'est pour ça que c'est des fonctionnaires de l'Union européenne. Monsieur Moussa Faki Mahamat est un fonctionnaire de l'Union européenne parce que c'est l'Union européenne qui le paye. Parce que si l'Union africaine est financée à près de 70%, n'est-ce pas, par l'Union européenne, alors ça veut dire qu'ils sont des fonctionnaires de l'Union européenne. Ce n'est pas une organisation africaine. Ce n'est pas une organisation qui, justement, défend les intérêts des Africains. Et vous avez vu les démarches de la plupart de ceux qui ont été présidents en exercice de l'Union africaine, présidents de la Commission de l'Union africaine, la démarche par rapport à quand il y a eu des troubles, n'est-ce pas, en Ukraine, de ce qu'ils allaient faire. Les intérêts de qui ils sont allés défendre. Ils ne sont pas allés défendre les intérêts des Africains ou bien des pays de l'Union africaine, mais ils sont allés défendre les intérêts des pays occidentaux. La preuve en est, le président en exercice, il y a de cela 2 ans, je crois, M. Macky Sall, quand il était président en exercice de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il est allé en Russie pour aller défendre les intérêts de qui? De l'Occident. Parce qu'il avait demandé 45 tonnes de blé qui devaient descendre en Afrique pour sauver l'Afrique de la famine par rapport au Covid, n'est-ce pas? Finalement, les 45 tonnes sont arrivées en Afrique. Non, c'est 2 tonnes qui sont arrivées en Afrique. 41 tonnes, on ne sait pas la direction que ça a pris. Mais on sait que c'est retourné en Europe. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, ceux qui disent défendre les intérêts de l'Afrique ne sont pas là pour l'Afrique, sont là pour certaines organisations, sont là pour eux-mêmes, sont là pour leurs maîtres qui sont installés en Europe. Donc, parler de tous ces différents éléments-là, c'est simplement faire dans la mauvaise foi, de dire que l'unité, les pères fondateurs avaient pensé à l'unité, les pères fondateurs avaient pensé à la vous appelez ça quoi, libre-échange. Commercial des hommes, des biens, libre-échange. Et ça a fonctionné, et ça continue même à fonctionner. Parce que malgré la fermeture des frontières, malgré que la CEDEAO avait pris une décision, parce que il faut rappeler que avant que les États de l'AES ne créent l'AES, ils étaient suspendus de toutes les instances de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que, soi-disant, c'était des poutistes, selon le langage péjoratif de l'Occident. Alors qu'il y a de très grands poutistes au sein de la CEDEAO actuelle qui gouvernent la CEDEAO actuelle. Parce que s'il faut regarder, la plupart, sont des hommes en armes, c'est-à-dire des militaires, qui ont revêtu simplement la veste pour devenir des hommes politiques. La plupart ont fait des coups d'État constitutionnels. La plupart sont arrivés au pouvoir, ou bien par succession dynastique qui n'a rien à voir de démocratie. Là, je pense au Togo. Vous voyez, il y a des Mapé, il y a des Mafis. Donc, vous voyez qu'il y a ceux qui sont arrivés ayant marché sur des cadavres, n'est-ce pas? Comme celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez qu'il y a celui qui est quelqu'un d'autre qui est arrivé au pouvoir par le brigandage économique. C'est-à-dire quelqu'un qui a volé les économies du Bénin. Monsieur Patrice Talon, qui a tout volé les sociétés étatiques du Bénin pour en faire sa propriété privée, qui est devenu président du Bénin. Donc, vous voyez que si on part au Nigeria, plus grave encore, vous avez un repris de justice qui est là, qui est président actuel du Nigeria. Grand trafiquant de drogue devant tout le monde, que tout le monde connaît. Donc, vous voyez que vous avez des dirigeants voyous qui veulent faire la loi, qui veulent imposer un certain rythme au niveau de la CEDEAO, qui veulent faire croire qu'ils sont des démocrates, alors qu'ils sont les plus grands promoteurs des anti-valeurs. Donc, quand nous parlons de la CEDEAO institutionnelle, c'est une CEDEAO qui ne respecte plus les canaux fondateurs de la CEDEAO originelle. Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où les autres prennent
l'engagement de sortir de là pour justement davantage préparer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que peut-être si vous me poserez la question, je vous dirai pourquoi M. Macky Sall, pardon, M. Faki Mahamat, oui. bon, Macky Sall. Moussa Faki Mahamat, oui. Macky Sall. Bon, il fait partie de la CEDEAO, donc effectivement. Je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Parce que si vous avez mis cela à l'ordre du jour, j'aurais en parlé, mais passons à autre chose. Merci André Christelle Panga. Voilà, on continue de parler de cette CEDEAO dont le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, déclare que l'unité est irremplaçable et devrait être préservée par ses différents États. En déclarant cela, le président de la Commission de l'Union africaine appelle aussi les pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, évidemment, à dialoguer avec cette même CEDEAO. Mais tout à l'heure, vous mentionniez justement quelque chose en ce qui concerne l'unité ou encore l'union. C'était que celle-ci ne répondait pas à cette union à la base à la base de la création, oui, et qu'il y avait donc deux CEDEAO, celle des peuples et celle celle qui est institutionnelle. Pensez-vous aujourd'hui que l'Union africaine, la CEDEAO ont peur d'une création d'une nouvelle organisation en l'AES qui pourrait justement drainer ces pays africains et créer la véritable unité et union africaine? Vous savez, Madame Madone Bégoudé, oui. L'histoire se répète. Elle ne s'arrête pas. Elle peut bégayer, elle peut bégayer, mais elle finit par sortir le mot exact. C'est comme si vous avez affaire à un bec. Quand il commence à parler, vous avez l'impression que vous n'allez pas écouter ce qu'il va dire, mais à la fin, vous aurez finalement ce qu'il voulait exprimer. Et c'est comme ça la vie des peuples, c'est comme ça la vie des nations, c'est comme ça la vie des organisations, c'est comme ça la vie de... L'histoire finit toujours par se répéter. L'histoire africaine va se répéter, va corriger la copie, n'est-ce pas, de cette fausse copie-là qu'on nous a installé, ce faux logiciel qu'on a installé, n'est-ce pas? Quand je parle comme ça, je pense au technicien qui est derrière les machines, n'est-ce pas, qui est en train de nous permettre d'être écoutés. Parce qu'il sait, quand on parle de logiciel, ça veut dire qu'il y a une programmation. Une programmation, même si on installe un faux logiciel, il peut fonctionner pour un temps et à un moment donné, ce logiciel-là arrive à expiration ou bien il est infecté par des virus. Vous comprenez un peu. Et quand un logiciel est infecté par les virus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un antivirus. Ou bien enlever complètement la pièce. Et actuellement, l'Union africaine est virusée. Vous comprenez un peu? Ou bien le logiciel est obsolète. Okay. L'Union africaine, la copie actuelle est obsolète. C'est-à-dire, elle est arrivée à son degré zéro, qu'elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus rien changer, elle ne peut plus apporter de solution nulle part. Donc, on a le choix ou de la changer complètement, n'est-ce pas, cette pièce-là, ou de la déviruser. Et là, pour la déviruser, il faut un antivirus fort, n'est-ce pas? Il faut un électrochoc fort pour créer le choc. Même chose pour la CEDEAO. La CEDEAO a arrivé à son apogée, où des gangsters ont pris en otage, je dis bien des gangsters économiques, des gangsters politiques ont pris en otage la CEDEAO, qui n'a plus rien à voir avec les idées fondateurs. Et je voudrais vous rappeler que c'est des militaires qui ont formé la CEDEAO. Effectivement. Et vous comprenez pourquoi Faki Mahamat a peur. Il a peur que l'histoire se répète. Mais bien sûr. Et l'histoire va se répéter. Parce que ces militaires, n'est-ce pas, qui ont fondé la CEDEAO, quand ils regardent, ils se retournent dans leur tombe, ils disent, mais ce n'est pas ce que nous avons pensé. Et aujourd'hui, si on peut appeler ça réincarnation de leur idée, n'est-ce pas, au travers d'autres militaires, et qui ont déjà compris, alors ce n'est que normal que Faki Mahamat, employé de l'Union africaine, de l'Union européenne, n'est-ce pas, commence à s'inquiéter.
Et commence à dire que non, la CEDEAO est irremplaçable, l'unité est irremplaçable. Alors, parce qu'il comprend que vraiment, l'idée de base est en train de renaître au travers de l'AES. Parce que première des réactions, pourquoi l'AES fait tellement peur? C'est que quand les États ont commencé à fonctionner, quand il y a eu le renversement de l'ordre colonial, n'est-ce pas, au Mali, le Burkina Faso a suivi, le Niger a suivi. Finalement, quand la CEDEAO a voulu se réveiller, parce que ils ont pensé que ça va faire l'effet domino, l'effet contagion. L'effet contagion que d'autres États vont prendre le même rythme. Alors, il fallait stopper la saignée le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'ils se réunissent pour dire que, bon, ok, pour stopper la saignée, peut-être il faut qu'on effraie le Niger. En disant que, bon, on va mettre des forces pour aller déloger les militaires du pouvoir et réinstaller Bazoum. Ils ont vu que ça n'a pas marché et ils ont vu rapidement comment les États du Niger, et les États du Burkina Faso et du Mali ont dit si un seul instant, le cheveu d'un seul Nigérien tombe, ils entrent en guerre. Ça a renforcé les liens et ça a ramené maintenant la vraie unité des peuples, n'est-ce pas, des peuples de la CEDEAO. Et qui font, parce que quand vous faites le calcul, c'est les trois grands États de la CEDEAO. Les plus peuplés, bon, il y a le Nigeria qui est très peuplé, mais pas très grand, mais vous voyez que quand même, c'est très peuplé et extrêmement riche, avec des ressources naturelles extrêmement importantes. Et avec maintenant le partenariat, n'est-ce pas, avec l'un des États les plus puissants actuels au monde, n'est-ce pas, la Fédération de Russie, n'est-ce pas, qui est une fédération aussi, parce que c'est un conglomérat aussi d'États qui se sont mis ensemble. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que Moussa Faki Mahamat voit en cela, n'est-ce pas, la reconstitution comme le bloc URSS s'est reformé, n'est-ce pas, au travers de la Fédération de Russie. C'est comme ça aussi que M. Faki Mahamat voit l'alliance, n'est-ce pas, du Liftako Gourma comme une reconstitution de la CEDEAO et avec la bénédiction de la Fédération de Russie. Donc, et sachant que ayant un partenaire aussi puissant, aussi fort, alors on est sûr que d'ici peu, d'autres États vont s'y intéresser. Parce que quand on va voir le Mali, qui a déjà son unité, n'est-ce pas, de transformation de son or sur place, quand on voit le Burkina Faso en train de lancer la transformation de l'uranium et aussi de son or et plein d'autres projets, n'est-ce pas, qui va dans le domaine spatial aussi, et plein d'autres des stations nucléaires et tout ça. Donc, vous voyez que quand le Niger lui-même va engager l'exploitation de son propre uranium sur place, et disant que, ok, on va faire des centrales nucléaires, en matière d'énergie, en matière militaire, ils seront imparables parce qu'avec la technologie de la Fédération de Russie, alors là, en matière, vraiment, ça sera des États hyper puissants, économiquement puissants, industriellement puissants, énergiquement puissants, géologiquement puissants, humainement puissants, parce que vous savez qu'au Niger, chaque famille a 7 enfants, au moins minimum. Donc, vous voyez que la reproduction, qui est un enjeu majeur pour l'Afrique, n'est-ce pas? Parce que nous avons encore des terres arabes. Nous avons encore assez d'espace, donc nous devons remplir. Et vous savez que la démographie joue un rôle extrêmement important. Donc, vous voyez que ces États-là ont encore la possibilité, chacun est là où la polygamie aussi est promue là-bas chez eux. C'est-à-dire, un homme peut avoir 3 femmes. D'ailleurs, le premier ministre Shogel Kokala Maïga disait que maintenant, chaque homme de l'État du Liftako Gourma doit avoir au moins une femme malienne, une femme burkinabé et une femme nigérienne. Vous voyez un peu, pour que l'alliance davantage se ressoude. Vous voyez comment les gens pensent. Et ça, c'est les vrais liens qui sont tissés parce qu'à partir de là maintenant, la vraie unité va se faire. La vraie unité sera implémentée. Donc, ce n'est que normal que Moussa Faki Mahamat ait peur de l'avenir de l'AES parce qu'il y a des États qui vont justement davantage quitter la CEDEAO. Et il y a même des États hors CEDEAO. On voit déjà les projections d'ici peu. Risque de rejoindre l'État du Liftako Gourma, l'alliance du Liftako Gourma, c'est-à-dire les États de l'alliance du Sahel. Merci André Christelle Fanga, mais est-ce que ce ne serait pas le moment justement pour l'Union africaine, au travers de ces leaders qui ont été d'ailleurs soulevés ou alors pêchés pour aller
construire une sorte de médiation qu'on verra certainement voir le jour bientôt. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui pour se rapprocher de cette AES et tenter d'apporter non seulement le soutien, mais aussi de tenter de la faire un peu plus grandir, puisqu'il y a ce déplacement, ce déplacement des plaques tectoniques justement en Afrique et sur le plan géopolitique, sur le plan géoéconomique et tout ce qui va avec. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux que vous dites aujourd'hui fonctionnaires de l'Union européenne et autres pourraient se rapprocher de cette alliance des États du Sahel pour construire cette fois-ci quelque chose de réel? Ben, écoutez, Madame Bégoudé, vous savez que la plupart de nos dirigeants sont malades. Ils ont le syndrome de Stockholm. Ils sont amoureux de leur bourreau. Ils sont amoureux de leur bourreau. Et quand les gens sont amoureux de leur bourreau, ils sont obligés de travailler avec eux main dans la main. Main dans la main. Donc ce n'est que normal que l'Union africaine actuelle, la CEDEAO actuelle, n'est-ce pas, soit pieds et mains liés à l'Occident. Parce que c'est les décisions que Macron prend que la CEDEAO applique. C'est la décision que von der Leyen, président de la Commission de l'Union européenne, je crois c'est elle, non? Voilà, prend. C'est ce que M. Moussa Faki Mahamat applique. Donc en réalité, ce n'est pas des Africains. C'est François Fanon disait souvent quoi? Peau blanche, peau noire, masque blanc. Voilà. Voilà. C'est peau noire, masque blanc. En fait, ils sont masqués. En l'intérieur de c'est des blancs. On voit la peau noire, mais à l'intérieur de c'est des blancs. Ils veulent vivre comme des blancs. Ils veulent faire comme des blancs. Ils veulent appliquer la démocratie à l'américaine, qui est une fausse démocratie. Ils veulent appliquer la démocratie à l'Union européenne, qui est une fausse démocratie. Ils veulent appliquer les valeurs, n'est-ce pas, morales, sociétales de l'Union européenne, qui ne sont pas nos valeurs. Vous comprenez peu? Donc, c'est tout ce contraste-là que ces gens ne peuvent pas véritablement aller apporter des solutions ou bien aller apporter leur soutien aux États de l'AES. Vous comprenez peu? C'est à nous les peuples, c'est à nous maintenant qui avons compris les enjeux du monde aujourd'hui, les enjeux de ce monde multipolaire, n'est-ce pas? Les enjeux de la liberté, de la souveraineté maintenant, qui devons davantage encourager les États de l'AES, n'est-ce pas, de continuer dans cette logique-là, parce que ceux qui viennent là, comme des négociateurs, comme des médiateurs, comme ceux qui viennent apporter... non, ils n'apporteront aucune solution parce qu'eux-mêmes sont dans le moule de l'ancienne version CEDEAO, de l'ancienne version de l'Union africaine, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la fabrication du nouveau logiciel, n'est-ce pas, qui doit être implémenté en Afrique. Et c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est d'apporter, n'est-ce pas, de nouvelles solutions, apporter la liberté, apporter la souveraineté à nos États, à nos dirigeants, aux différentes organisations, parce qu'on ne peut pas continuer à être inféodé tous les jours, à être commandé à partir de Paris, n'est-ce pas, à partir de Quai d'Orsay, et on subit les conséquences des décisions prises par le Quai d'Orsay. Donc vous comprenez qu'il faut véritablement faire notre mue, et dans cette mue-là, nous savons tous que on va régler certains problèmes qui vont justement permettre que l'Afrique prenne son envol et véritablement devienne souverain. Donc, ne comptez pas sur cela pour venir aider l'AES à avancer ou bien non. C'est vouloir demander au docteur, n'est-ce pas, au docteur assassin, n'est-ce pas, de venir au chevet du lit du malade. Et que pensez-vous du Togo aujourd'hui, André Christelle Fanga? On a vu dans cette lancée de médiation le Togo de Faure Gnassingbé se démarquer d'une certaine manière. On a vu également l'acceptation du Mali, du Burkina Faso et du Niger envers ce même Togo qui a souvent été critiqué à cause de la politique interne à l'intérieur de ce pays. Maintenant, il y a des pays qui démontrent leur soutien envers l'AES, parmi lesquels ce même Togo. Que pensez de cette attitude de Lomé aujourd'hui? Mais je crois que le Togo veut jouer un rôle en fait, il s'est assigné ce rôle de médiateur. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais je constate que les États de l'AES font confiance aux Togolais, n'est-ce pas, Faure Gnassingbé, qui, à un moment donné aussi, a souffert un peu des affres de la politique française, n'est-ce pas, et tout, et qui, à un moment donné, s'est plié aussi aux injonctions de Paris. Il a voulu avoir la gauche, mais après, bon, c'est comme si on l'a remis à sa place. On a dit, bon, vraiment,
tu es le fils à papa. Donc, tu n'es pas véritablement un homme politique. Tu es le fils à papa. Tu as hérité du siège de papa. Donc, reste tranquille, fais ta politique. Mais il est un peu calme. Et ça fait, il a un peu de finesse dans son jeu. Il ne prend pas des décisions à la hâte. En fait, il n'accompagne pas les autres États dans leur brutalité, dans leur bestialité, dans leur façon de faire, dans leur colère noire, n'est-ce pas, par rapport à certains États de la CEDEAO. Donc, ce n'est que normal aujourd'hui que la médiation togolaise essaye de trouver quelques moyens et que les autres États l'ouvrent les portes. Malgré que la plupart des militaires chassés sont en train de aller se réfugier au Togo. Au Togo, justement. La plupart, en fait, les armes même sont en train d'aller stationner au Togo. Donc, vous comprenez qu'il y a peut-être un jeu. Et en même temps, le Togo aussi essaye de se positionner comme un pays, aujourd'hui, une terre du panafricanisme en Afrique. Bien sûr. Vous savez, chacun essaye de jouer sur plusieurs paliers. Vous avez vu la démarche du bébé maréchal. Okay. Bébé Maréchal, vous connaissez Bébé Maréchal. Vous parlez du président tchadien Mahamat Déby. Bébé Maréchal, n'est-ce pas, qui, vous voyez un peu les distances qu'il est en train de prendre, un revirement à 90 degrés, n'est-ce pas, se retrouver à Moscou. C'est un revirement à 90%, à 90 degrés. Ça, et je suis sûr que... Peut-être même à 360. Soit 360. Ça, c'est quelque chose. Donc, vous voyez que dans le continent, ça bouge. En fait, Madame Madone, il y a une chose que nous devons nous réjouir. Oui. C'est que le message que nous passons au travers de vos chaînes, au travers de vos émissions, porte des fruits. Je crois qu'on a fait plusieurs émissions ici sur le Tchad. On a fait plusieurs émissions ici sur la CEDEAO. On a fait plusieurs émissions sur les problématiques africaines. Et qu'aujourd'hui, quand nous comprenons le discours de ces dirigeants, de certains dirigeants actuels, nous comprenons que, donc nous sommes écoutés. Vous savez, la parole a quelque chose de particulier, c'est que quand elle sort, elle ne blesse pas. Oui. Mais elle crée un chemin. Elle fait jaillir des lumières. Parfois qui ne sont pas visibles directement, mais qui finiront par être... en fait, ça va créer des foyers, des foyers de lumière, et finalement, un matin, toute l'Afrique sera éclairée, illuminée. Et c'est ce que nous nous réjouissons chez nous ici aujourd'hui, nous en tant que panafricains. Nous nous réjouissons parce que nous voyons les résultats, n'est-ce pas, de ce discours, de ce panafricanisme-là, que beaucoup... insulté hier, que beaucoup ne pensaient pas que ça allait être quelque chose. Aujourd'hui, pour être crédible, en tant que dirigeant africain aujourd'hui, vous devez parler du panafricanisme. Vous le savez tous. Sauf, vous connaissez le carré des pro-français, n'est-ce pas, qui ne veulent même pas entendre parler. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, que ça soit de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Sud, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Aujourd'hui, chacun s'identifie au panafricanisme parce qu'en fait, c'est comme le bon cheval sur lequel il faut monter pour atteindre certains objectifs politiques. Et ça, et les peuples africains s'y retrouvent dans ce discours-là. Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce genre de situation avec les États de l'AES aujourd'hui et que d'autres États aussi, n'est-ce pas, veulent en faire partie. Donc, le Togo ne serait pas surpris que le Togo aujourd'hui devienne aussi un État panafricaniste. Bon. Si les armes... Parce que on peut vous accueillir, mais après, il y a un retournement de situation. Vous voyez un peu? Parce que rien ne peut dépasser la volonté d'un peuple. Et je pense que c'est cette maturation du peuple que nous sommes en train de faire, cet éveil de conscience que nous avons fait et que nous continuons à faire, peut permettre que le Togo devienne un État panafricaniste, même avec Iyadema. Il peut se convertir. Vous avez connu Houphouët-Boigny, vous avez entendu parler, bon, parce que le connaître, bon, c'est trop dit. Mais vous avez entendu parler de Houphouët-Boigny, qui était un syndicaliste, qui était un panafricaniste, qui était un nationaliste à un moment donné. Après, il s'est converti vous appelez ça quoi? France-Afrique. À la France-Afrique, il s'est converti. Il est devenu l'un des éléments les plus farouches de la France-Afrique, qui a vendu l'Afrique aux Européens, à la France en particulier. Donc, vous comprenez que c'est possible. Comment on peut changer, devenir
un vrai panafricaniste, comment on peut changer, devenir un France-africain. Donc, véritablement, c'est possible que le Togo aussi puisse faire sa mue et de retrouver le chemin du panafricanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que l'AES est en train de gagner du terrain et qu'elle a quelque chose de particulier du fait qu'il n'y ait pas à l'intérieur de ces normes et puis de ces règles, cette politique de rejet, cette politique de sanction? Parce que s'il y en avait une, le Togo ne serait peut-être pas en odeur de sainteté comme c'est le cas avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, un pays auquel on dirait que ces trois pays ont réellement déposé leur confiance. Mais, le problème est que les États du Liftako gourmand de l'Alliance du Sahel savent que le Togo ne peut rien faire. Ok. Ok, viens, on négocie, viens, on parle. Mais le Togo n'a pas la possibilité, la capacité de faire changer les décisions prises par ces trois États-là. C'est pour ça qu'il y a cette confiance. C'est pour ça que ces États-là restent ensemble, font confiance à ce pays-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que c'est parce que le Togo est tellement... Non. C'est parce qu'ils savent que les décisions qui sont prises sont longuement mûries. Ce n'est pas des décisions à tue-tête. C'est-à-dire, on se lève un matin parce que, on a mal dormi, ou bien parce que madame vous a tourné le dos, ou bien parce qu'il y a eu ceci, que ok, le matin, étant nerveux, tu prends une décision. Non, c'est des décisions mûries. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, tout État qui a mûri ne peut pas rester dans une communauté, comme les communautés actuelles qui gouvernent nos différents, que ce soit la SADC, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC, vous voyez un peu, ces différents regroupements-là. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, l'un des objectifs recherchés dans le monde, c'est la diversification des partenariats. Et la plupart des États qui sont restés avec leurs partenaires traditionnels ont des problèmes. Et surtout leurs partenaires traditionnels européens. Parce que les traditionnels partenaires européens ont un seul leitmotiv dans leur tête, c'est de contrecarrer les nouveaux partenaires maintenant de certains pays qui veulent se développer. Parce que quand vous regardez avec les anciens partenaires de l'Union européenne, les pays-là sont devenus quoi? Vous prenez un pays comme vous appelez ça quoi? La Guinée-Bissau. J'ai entendu parler de la Guinée-Bissau dans votre édition de journal tout à l'heure, de Sissoko Embalo. La Guinée-Bissau a été colonisée par le Portugal. Qu'est-ce que le Portugal a laissé dans ce pays-là? Rien du tout. Ça a laissé un pays en lambeaux. Donc vous voyez que le Portugal fait partie de l'Union européenne. Vous allez dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, où la France a été. La France a laissé quoi de bon? La France a laissé le Niger avant-dernier pays pauvre du monde. Avant-dernier. Alors que vous exploitez l'uranium en profusion. D'ailleurs, la France est l'un des plus grands producteurs de l'uranium dans le monde. Était. Parce que maintenant, les contrats sont... parce que la France vendait l'uranium alors qu'il n'y a aucun puits d'uranium en France. Ils puisaient tout ça au Niger. 5e plus grande réserve mondiale d'or. Ils puisaient l'or là au Burkina Faso, Mali. Donc, vous comprenez que tous les États aujourd'hui cherchent une souveraineté, une liberté de commercer, d'échanger, d'avoir de nouveaux partenaires. En fait, une ouverture. Vous savez, quand vous êtes esclave longtemps et que vous décidez de sortir de l'esclavage, vous êtes prêt à tout faire. Même à briser le crâne de votre bourreau. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à ces États colonisateurs, à ces États néocolonisateurs, à ces États impérialistes, à ces États capitalistes, n'est-ce pas, qui ont embrigadé l'Afrique, qui ont maintenu l'Afrique, n'est-ce pas, les colonies africaines dans la pauvreté, dans des situations critiques. Donc aujourd'hui, avec l'émancipation de l'AES, n'est-ce pas, avec l'ouverture de l'AES, maintenant les autres États aussi sont en train de réfléchir comment ne pas sortir, n'est-ce pas, de ces organisations qui ne nous aident pas à produire des fruits. Pourquoi ne même pas nous allier à l'AES, n'est-ce pas? C'est ça la peur de l'Union africaine,
que M. Mahamat vous explique là, dans ses propos, en disant que l'unité de la CEDEAO est irremplaçable. Voilà, c'est l'expression de la peur. Du lendemain de l'AES. C'est l'expression, n'est-ce pas, de que, hey, est-ce qu'on on aura la capacité de maintenir, n'est-ce pas, le flux, le vent, n'est-ce pas, comme le vent du Nord, comme le vent, le printemps arabe, n'est-ce pas, où il a suffi qu'un jeune garçon s'immole, n'est-ce pas, en Tunisie pour faire basculer tout l'Afrique du Nord. Vous voyez un peu où toutes les dictatures sont... on a vu les Ben Ali tomber comme fuir comme des multimilliardaires, n'est-ce pas, qui ont abandonné de l'or et des voitures et tout ce qu'ils avaient avec pour fuir leur pays sans rien prendre. Donc, vous voyez que des dictatures comme cela sont tombées. Donc, c'est possible que ce vent qui est en train de souffler aujourd'hui, ce vent de panafricanisme, ce vent de liberté, ce vent de souveraineté d'autres États, n'est-ce pas, avec l'impulsion du peuple souverain qui nous écoute et qui commence à bouillonner d'impatience de dire que mais, notre État aussi peut avoir aussi sa liberté, peut décider d'elle-même. Alors, pourquoi ne pas suivre la mouvance malienne, nigérienne et burkinabé. André Christelle Fonga, on va peut-être sortir par cette question. L'AES, aujourd'hui, on voit ces trois différents pays. Le Burkina Faso qui tisse des liens avec la Russie. Il en est de même avec le Niger. On voit le Niger qui tisse des liens avec la Turquie ou encore d'autres pays comme l'Iran avec le Burkina Faso. Bon, le Mali qui a également ses partenaires. Aujourd'hui, les partenaires ne sont pas les partenaires traditionnels que enfin, comme on a pris l'habitude de les appeler. Est-ce que cela aura un impact réel au sein de cette AES, mais aussi dans la formation ou alors la venue de cette multipolarisation? Mais l'impact est déjà là. Parce que s'il n'y avait pas d'impact, il n'y aura pas... ce retrait de la CEDEAO. Il y a une langue au Cameroun qu'on appelle le Bafang. Il y a me trembler. Il y a me trembler. Il n'y aurait pas ce il y a me trembler de l'autre côté. D'accord. Vous voyez un peu? Oui. J'essaie de paraphraser ça comme ça. Il y a me paniquer, il y a me paniquer, il y a me trembler. Donc, vous voyez que de l'autre côté, les partenaires traditionnels, n'est-ce pas, sont en train de paniquer, sont en train de trembler, parce qu'ils savent que les nouveaux partenariats qui sont en train de se tisser, n'est-ce pas, l'Iran, Turquie, Russie, Chine et tout le reste là, sont les pays d'avenir. Le Brésil, l'Inde, en fait, presque tous les États du BRICS. Oui. Vous voyez un peu? Comme il y a le BRICS qui a divisé le monde en deux, vous voyez un peu? C'est la même chose qui est en train de se produire en Afrique. Avec l'AES, qui va prendre des proportions. Vous voyez un peu? Parce que, vous imaginez, les BRICS aujourd'hui ont 40%, je dis même 40%, c'est 60%. C'est 60%. Vous voyez un peu? Que ça soit de l'économie, que ça soit de la population, parce que vous avez les États les plus peuplés du monde qui sont dans les BRICS. La Chine, l'Inde, la Russie. Et vous voyez? Donc, quand vous avez ces trois États-là qui sont déjà ensemble et qui ont leurs propres ressources naturelles, vous voyez un peu? Et la Chine qui a une économie hyper forte, qui est même la première économie actuelle du monde. Donc, vous voyez que le même schisme qui se produit au niveau planétaire, au niveau mondial, le même schisme est en train de se produire en Afrique. Où les partenaires sont en train de venir avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est pour ça que, et notre sœur Nathalie Yam avait dit quelque chose en Russie, vous vous rappelez, ce n'est pas de changer un maître pour un autre. Vous voyez un peu? C'est d'ailleurs une phrase enfin une déclaration également qui a été faite par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, bien sûr. Donc, vous comprenez que ce n'est pas changer de maître. Ce n'est pas changer de tuteur. Non. On est déjà des États matures. On est déjà des États souverains. Et c'est cette souveraineté-là que nous cherchons. À partir de notre souveraineté, on peut choisir nos partenaires. Et c'est ça qui dérange les autres, qui font paniquer les États, n'est-ce pas, soi-disant partenaires traditionnels.
Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, les partenariats commencent à se tisser, l'Iran est intéressé, la Turquie est intéressée, la Russie est intéressée, la Chine est là déjà depuis, mais elle va davantage faire, vous voyez un peu l'Inde, le Brésil et tous les autres États vont davantage s'intéresser à ces États-là pour justement permettre que ces États-là se développent. Et quand ils vont voir le développement de ces États-là, les autres États qui sont restés prisonniers seront obligés de vouloir aussi se détacher. Parce que vous n'allez pas empêcher aux peuples africains de réclamer la liberté ou bien de réclamer la richesse comme ils voient les autres États devenir des États riches, des États prospères. Oui. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 60% de votre argent qui reste dans le compte d'opération après une transaction internationale parce que la France le récupère au travers de son mécanisme du franc CFA. Oui. Et quand les États de l'AES vont créer leur monnaie, vous voyez que ça devient un boom, ça devient un mégapole, ça devient plus que les États émirats. Parce que ces États émirats ont quoi? Juste le pétrole. Mais vous avez des États qui ont un conglomérat de choses. Dans le même État, vous retrouvez le pétrole. Dans le même État, vous retrouvez l'uranium. Dans le même État, vous retrouvez l'or. Dans le même État, vous retrouvez le lithium. Dans le même État, vous retrouvez les diamants. Dans le même État, vous retrouvez les terres rares. Dans le même État, vous retrouvez le gaz. Dans le même État, vous retrouvez presque tout. Mais Dieu nous a bénis. Dieu a béni l'Afrique et pourquoi nous devons être pauvres alors que c'est simplement une décision d'un dirigeant ou bien des dirigeants de nos États pour sortir de cette pauvreté-là. Il ne faut plus que nous soyons ces populations-là qui avons les diamants dans les poches, qui avons l'or, qui avons le pétrole, qui avons du bois, qui avons les terres rares, de l'eau douce. Vous savez qu'il y a de l'eau douce au Mali, que la France convoitait parce qu'il y aura une crise d'eau en France bientôt. Donc, que la France convoitait. Donc, vous voyez que nous ne soyons pas comme ces gens-là qui avons des richesses et que nous crions tous les jours, aidez-nous. Vraiment, je suis pauvre. Avec. Les États avec là, c'est terminé. Merci André Christelle Fanga, voilà une belle conclusion. Merci infiniment à vous pour cette expertise et puis cette analyse apportée dans le cadre de l'émission Regard panafricain. Nous revenions sur la déclaration de Moussa Faki Mahamat à la sortie, enfin je veux dire après l'annonce du départ de ces trois États, Burkina Faso, Mali, Niger, de la CEDEAO. Il déclare que l'unité de la CEDEAO est irremplaçable et il faudrait la préserver. Merci infiniment. À très bientôt, André Christelle. C'est moi qui vous dis merci de me faire confiance pour venir justement discuter des questions importantes de notre Afrique. Et je conclue avec ceci, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci également à la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Kelly à la mise en onde et derrière les caméras, à vous qui nous avez regardé à travers nos plateformes For You Media Africa, vos petits écrans, mais également qui nous avez écouté bien sûr à travers notre radio, la radio panafricaine 96.3 FM au Cameroun, à Douala et ses environs. Nous vous disons merci, à très bientôt à tous. Au revoir.